J'avais prévu de poursuivre gentiment mes vidéos sur des films autour de Napoléon, mais un gros monstre a mis les pieds dans le plat et sur Tokyo, et j'interromps tout pour vous parler de Godzilla Minus One, un film de Rampage et de monstres certes, mais qui casse la baraque des Marvel et autres Michael Bay, parce qu'en plus il se permet d'être intelligent lui. Est-ce que je vais aussi arriver à parler de Star Wars? Réponse dans l'épisode. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Profitant donc de la rediffusion limitée de Godzilla Minus One en janvier, vu que j'avais raté décembre et que j'avais été intriguée par plusieurs retours positifs parmi mes mutus, j'ai donc tenté l'aventure Godzilla nouveau en compagnie de mon ado de 13 ans dans une salle équipée 4DX, ce qui était une nouveauté pour moi parce que je n'avais jamais testé le système. Après avoir passé 3 bonnes minutes à chercher la ceinture de sécurité du fauteuil et rassurer mon ado qui s'inquiétait de perdre tous ses pop-corn dans l'affaire, je me suis laissé embarquer par l'engin et ma foi, ce Godzilla nouveau n'a pas le goût de banane comme le Beaujolais, mais force est d'admettre qu'il se laisse bien savourer et que j'ai passé un moment très fun. D'ailleurs, en parlant de goût, j'ai été très surprise que les entrées de la bestiole aquatique ne soient pas accompagnées d'une odeur de morue fraîche ou de marée basse, mais d'une douce fragrance herbacée type eucalyptus ou pin des Vosges, je dirais, qui m'a un peu étonnée, mais qui du coup matchait bien avec ses rugissements couleur mentalo. Hollywood dans sa tête. Parce que Godzilla a la fraîcheur mentos. Qu'on se le dise, il pue bon de la bouche. Pour une première pour moi avec ce type de salle, ça a vraiment été une bonne surprise. Il y a quelques fois où tu te dis que les vibrations de siège sont quand même purement cosmétiques, mais quand ça déménage et que ça explose, ça vaut carrément le coup. Et c'est vrai que cela constitue une bonne valeur ajoutée à toute l'expérience. Par ailleurs, c'était le premier film en VO japonais pour mon fils, qui a l'habitude du concept en règle générale parce qu'il est bilingue anglais, mais même s'il a intégré l'idée que maman passe son temps à regarder des trucs asiatiques, ça aurait pu être violent pour lui. Pas du tout, donc preuve est encore qu'on peut tout à fait oublier la barrière de la langue et du sous-titrage pour ceux qui sont encore frileux avec ce type de spécificité. Quand le film est bon, on s'en fiche. C'est vrai que, du coup, même si je suis plutôt à traîner du côté de la mer de Chine que du Japon, ça ne me changeait pas de mon train-train quotidien, même si je me fais rarement secouer sur mon canapé, à part lorsqu'un des chats déboule pour faire le foufou et valdingue ma tasse de thé. Passons pour les anecdotes personnelles. Si on se contente d'une première lecture sur films d'action et effets spéciaux et qu'on est content avec ça, en effet, on peut être content. Le film coche bien toutes les cases du genre et dans cette ère assez pauvre, il faut le dire, où on ne nous donne plus à bouffer que des remakes, des séquelles et des préquels, s'il faut se pastiller un énième reboot ou remake, oui, il faut le moderniser, c'est sûr, mais pour autant, n'est-ce pas Disney et Blanche-Neige, il ne faut pas mordre la main qui te nourrit et disons-le très prosaïquement, chier sur le matériau source en disant qu'il est trop naze, trop vieillot, trop ringard, pas assez ci ou pas assez ça. C'est sûr que nos nippons n'auront pas, eux, à se manger des accusations de manque de diversité, n'est-ce pas? Et qui plus est, alors qu'en effet, ils respectent le cadre précis du modèle original, qui est celui d'un Japon post-guerre mondiale, avec réédition de septembre 1945. Le réalisateur Takashi Yamazaki n'est pour autant pas allé coller un type dans un costume de gros lézard en pétard, encore que il y a apparemment pensé à un moment de manière très sérieuse, mais il n'empêche que dans le design, son monstre est très proche de celui de 1954 et que du coup, il conservera des man boobs de taille massive et de qualité, tels qu'on n'en avait pas vu à l'écran depuis Kylo Ren dans le dernier Jedi. Voilà, c'est fait, c'est placé. Mes anciens habitués de la chaîne Lucasfilm s'y retrouveront et j'espère que ça leur aura fait plaisir. Pour rester sérieux dans ce film, donc respect de l'esthétique, de l'époque, du concept derrière, mais hommage aussi à deux autres monstres du ciné et pas des moindres, puisque ce profil derrière Godzilla, dont le nom dériverait selon certaines sources de gorille, l'ombre de King Kong, avec un moment très surélevé, ainsi que bien sûr planeur autour de la bestiole, mais aussi le requin des dents de la mer, dont deux bonnes références de monstres, dans l'esprit ingéniosité de l'équipe de production et pour le réal.
bricolo-bricolette et nécessité de s'appuyer sur une ambiance, des personnages humains solides et un bon scénar qui se tient. Ce film n'a pas le budget hollywoodien, mais par contre, il a oublié d'être con. En ce qui concerne King Kong, je dirais que Yamazaki est à mettre en parallèle avec Peter Jackson dans leur capacité à sublimer, on va dire, l'original en le mettant au goût du jour, ne serait-ce que dans l'écriture des persos féminins. Des demoiselles en détresse, oui certes, mais pas des quiches non plus. Bon, on va pas non plus réhabiliter ici Godzilla comme l'avait fait Peter Jackson, avec une belle réinterprétation de La Belle et la Bête de manière symbolique et bien sûr platonique, mais c'est pas la même histoire très clairement, et Godzilla n'a pas la même symbolique. King Kong, c'est la pulsion sauvage du désir propre à l'homme en général, et possiblement dans le film original avec un contexte colonial voire carrément raciste, alors que Godzilla servait de personnification, si je puis dire, de la bombe atomique et de la force de frappe américaine, voire par extension des dégâts de la guerre de manière générale. N'empêche que chez Jackson comme chez Yamazaki, les persos féminins ne se contentent pas de brailler, se tordre la cheville ou se casser les talons, mais ont une personnalité, des projets, de la ressource, même dans les situations extrêmes. Sans pour autant se transformer non plus en girl boss. Elles restent des personnages avec des émotions, de la sensibilité et un sens de la compassion. Alors, je ne dis pas que ces qualités n'appartiennent qu'aux femmes, attention, mais ça fait plaisir de voir des femmes maternantes aussi, sans que ce soit tout de suite codé comme cacaproute, comme c'est un peu trop le cas maintenant. Il faut de tout, et oui, il nous faut aussi des héroïnes du quotidien, et les deux persos féminins, sont de ceux-là. Voilà, c'est dit. Pour les dents de la mer, vous retrouverez sans problème le bateau en bois tout pourri, l'utilisation pas con de bidons dans la capture en vue d'éradication du monstre, avec option tire dans un truc qui fait boum que tu auras coincé dans la gueule de la bête, une bête avec des motivations pas claires mais à qui on prête très bien des intentions revanchardes, faisant de l'anthropomorphisme, un scientifique sympatoche, des vues aériennes avec bestioles passant sous les embarcations, et puis le héros central et un trauma qui se trouve lié à la bête. Et oui, si vous êtes normalement constitué, il y a de fortes chances pour que vous attendiez la réplique de « on aurait dû prendre un plus gros bateau ». Elle ne sortira pas, mais vous l'aurez sûrement en tête tout du long si vous ne l'avez pas glissé d'un air entendu à votre voisin ou voisine de siège éjectable qui se demande pourquoi vous lui adressez la parole. Accessoirement, il y aura peut-être aussi deux films que vous aurez à l'esprit en regardant ce Godzilla. D'une part, The Rise of Skywalker, et oui, incroyable, je l'ai placé, au moment où une armada de petits bateaux de pêche vient prêter main forte au gros vaisseau qui peine à lutter contre le monstre dans ton moment petite gens à la rescousse, ce qui est, je le souligne, mais est-ce nécessaire, beaucoup mieux fait que dans The Rise of Skywalker, parce que c'est moins le bordel, et que bizarrement, on est plus investi avec ces gens-là qu'avec la chirie de crottes de mouches qu'on nous balançait dans le ciel d'Exégol, et qui peuvent tous aller crever en ce qui me concerne. Mais disons que ça m'a bien fait rire sur le moment de devoir repenser à ce désastre qu'était ce film. Et puis l'autre film, ce serait Oppenheimer, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais forcé que tu penses aux scientifiques derrière la bombe atomique, qui n'est d'ailleurs jamais référencé directement en rapport avec le Japon, et n'apparaît qu'une fois lors d'essais dans le Pacifique après la fin de la guerre. Surtout alors quand dans le même temps, on te donne un perso de scientifique mais tellement choupi avec ses petites lunettes et ses mèches poivre et sel volant dans le vent, que ça me réconcilierait presque avec le calcul de Maul, qui ont été objectivement les pires cauchemars de mes années lycée. Et ce scientifique est là dans la position de science avec conscience, comment préserver la vie humaine, et une dénonciation de la destruction et de la guerre à laquelle tu t'attendais pas dans un film japonais, et qui te laisserait sur le cul si tu n'étais pas en train de valdinguer comme un fétu de paille au gré des rototos de Godzilla sacrément en pétard. Et oui, qu'on se le dise, c'est une ode non à l'océan Pacifique, mais bien au pacifisme, au regard des dommages collatéraux, matériels et psychologiques. Ce qui nous rappelle que le Japon revient de loin, et même de très très loin. C'était pas des enfants de cœur, les bougres, et lire les atrocités commises par exemple lors de l'invasion de Nankin a largement de quoi te retourner les tripes. Je ne vous conseille pas cette lecture avant de vous coucher. Et donc cette prise de conscience, ou plutôt évolution des mentalités, se fait ici vitesse grand V autour du personnage central qui porte le film et qui est très bien campé par le très joli, parce que ça gâche rien, Ryonosuke Kamiki, le Pierre Richard local, j'ai envie
envie de dire, vu que son perso semble avoir la poisse collée au kimono. Partout où il passe, Godzilla suit derrière pour semer le chaos. Clairement, le mec, tu l'invites pas chez toi pour manger des ramen. S'il y a un pitch, gros monstre vient tout péter à Tokyo et il faut s'en débarrasser, le vrai pitch du film, c'est bien plutôt comment représenter le poids de la culpabilité et du trauma pour ceux qui ont survécu à l'horreur. Ici, c'est un vétéran, mais la métaphore pourrait tout à fait s'appliquer à toutes sortes de traumatismes physiques ou psychologiques majeurs en fait. Le perso principal, le jeune Shikishima, a fait l'impensable pour un japonais. Il n'a pas été capable de mener à bien son action kamikaze et se pose sur une île du Pacifique en prétextant une défaillance technique. Triple crime de manquement à l'honneur, couardise et mensonge donc, dans un contexte pauvre petit pépère, que la guerre était de toute façon perdue et que son geste était absolument inutile. Déboule alors en pleine nuit, comme par hasard sorti des tréfonds de l'océan, une créature de cauchemar qui vient semer le chaos sur l'île. Chargé de tuer la bête avec la mitrailleuse de son avion, encore une fois Choupinou n'est pas capable de tirer tant il est paralysé par la peur, et tous les mécaniciens crèvent, hormis un qui vient blâmer le pilote et lui laisse comme rappel de sa faute les photos de ses compagnons morts. Choupinou rentre au bercail dans une ville laminée et là aussi se fait malmener par une femme qui l'accuse d'avoir failli à l'honneur et d'avoir survécu. Te dire que Pépère est au fond du trou, c'est clair, mais lui déboule dessus une jeune femme et un bébé et Shikishima se sent obligé de tenir pour les protéger. Sauf qu'alors qu'une reconstruction est possible, en parallèle de la reconstruction progressive de sa maison et de son quartier et donc du Japon en général, lui reste en chantier car elle se refuse tout de même au bonheur en ne voulant pas que la petite fille l'appelle papa et en ne s'autorisant pas à aimer et se laisser aimer par la jeune femme. Le boulot qu'il trouve n'est pas non plus anodin, il s'agit avec un petit groupe de compagnons sympathiques de nettoyer les mines laissées en mer par le conflit, donc d'effacer les traces mortifères de la guerre, un travail de réparation qui est un chouïa dangereux, de l'ordre si vous voulez du salaire de la peur. Sauf qu'au moment où il finit par se dire que peut-être il pourrait s'autoriser à être heureux à nouveau et reprendre sa place parmi les vivants vu que il est tout mort à l'intérieur, badaboum, revoilou le pato Godzilla décidé à venir piétiner ses plates-bandes et écrabouiller ses maigres rêves. C'en est trop pour Shikishima et lorsque la jeune femme qu'il aime se sacrifie pour lui sauver la vie, retour donc à la case départ, ma vie ne vaut pas d'être vécue. À ce point précis exact de l'histoire, j'étais fort dubitative. Oh non, pensais-je, ne me dites pas que les Japonais nous refont une Skywalkade. Ont-ils succombé aux sirènes du cynisme et du désespoir occidental qui nous prônent solitude et vendetta suicidaire tout en refusant reconstruction, rédemption et possible histoire d'amour? Bref, un truc à chier. Eh ben non, que nenni! Il fallait garder foi et je l'ai gardé jusqu'au bout. Ils bouffent pas de ce pain-là les Japonais. Riches en oméga 3 et en positive attitude, ils nous offrent un bien bel arc au personnage. Un scénariste d'aujourd'hui à Hollywood n'aurait en effet aucun problème ni le moindre scrupule à nous boucler la boucle sur le fait que le perso doit expier le crime de départ en finissant ce qu'il a commencé, diraient certains, soit tu as loupé l'action kamikaze, même joueur joue encore vu que de toute façon tu n'as plus rien à perdre. Et allons-y, que Bichon se lance dans un plan suicide pour terrasser la grosse bébête, d'autant que ça se fait sous la houlette du mécanicien de l'île qui, a priori, a une dent contre le personnage principal. Mais très surprenamment, au vu des codes de l'honneur japonais, tous les persos, le mécanicien y compris, sont absolument contre le projet suicide, dénonçant la bêtise de la guerre, le gâchis du sacrifice demandé à tous ces jeunes hommes kamikazes et souhaitant au héros de trouver la paix auprès de la famille qui a croisé son chemin. Vive la vie quoi, et non à la vengeance et au battage de coulpe mortifère. La métaphore de Godzilla en trauma est d'une redoutable simplicité mais parfaitement exécutée. Comme la culpabilité qui habite le fond du cœur du personnage, le monstre sommeille dans le fond des océans. Nul ne peut prédire quand il ressortira et quel dommage il causera autour de lui, blessant peut-être les personnes qui comptent le plus pour le héros et qu'il aime, causant des crises de rage destructrices, l'envie de tout péter, crachant des paroles haineuses, semant la désolation et le chaos, gâchant toute chance de succès et de bonheur. Godzilla est une projection de l'enfer intérieur personnel que vit ce vétéran de guerre qui s'en veut de ne pas être mort comme les autres, qui se dit qu'il ne mérite pas d'être en vie. Le monstre est clairement montré dans une relation personnelle avec Shikishima. Il faut que le personnage l'affronte face à face, qu'il affronte son monstre intérieur. Mais en même temps, cela se fait aussi avec le soutien et l'amour
l'amour de son entourage et de ses amis, qui l'encouragent, qui valident le fait qu'il est nécessaire, qu'il est utile, que sa vie a une valeur. Des choses qui manquent quand même cruellement aujourd'hui où on n'a plus que des réseaux sociaux parfois pour certains. C'est parce qu'il est conscient aussi qu'il a trouvé cette famille, ses amis, qu'il arrive à puiser en lui non seulement la force d'affronter ce monstre intérieur, mais surtout de ne pas s'auto-détruire dans le process, de s'autoriser le droit de vivre. Il y a le pardon que t'accordes les autres, comme ici le mécanicien, et au-delà les morts laissés sur l'île et par extension les compagnons d'armes, mais aussi le pardon qu'il va enfin s'accorder à lui-même et qui est d'ailleurs récompensé car dans le même temps on découvre que la jeune femme, Noriko, a miraculeusement survécu à l'attaque où elle avait protégé Shikishima. Domo arigato de nous avoir sorti ça du chapeau parce que j'avoue que ça c'était moyennement passé pour moi sur le moment. Qu'est-ce que j'ai apprécié d'amour, tout le message là-dedans, surtout après mon trauma ascension de Skywalker qui est un peu mon Godzilla personnel, hein, je dois l'avouer. Jusque dans le fait que la fin reste honnête par rapport à sa métaphore. Oui, on peut surmonter le trauma, oui, on peut se reconstruire et être heureux, mais pour autant, il ne faut pas croire que les cauchemars et les monstres peuvent être éradiqués complètement. Il faut rester vigilant car, comme Godzilla qui se régénère lentement dans les tréfonds des abysses de l'inconscient où il a été renvoyé, les émotions négatives peuvent un jour repointer le bout de leur nez et il faut davantage apprendre à vivre avec le trauma et le cauchemar que penser qu'on l'a complètement éliminé. Il fera toujours partie de notre vie. Ça donne donc un film si bien foutu que sans parler plus de 6 mots de japonais, je pouvais pratiquement écrire les répliques au fur et à mesure parce que les enchaînements sont complètement logiques dans l'histoire. Je n'ai jamais été accro particulièrement à la franchise Godzilla. Je crois que celui dont je me souvenais le plus c'était celui avec Matthew Broderick et Jean Reno qui se laissaient regarder quand même mais qui était clairement très américanisé. Mais comme vous l'aurez compris, j'ai eu beaucoup de plaisir à ce retour aux sources dans tous les sens du terme car ça me rappelait vraiment l'esprit des vieux films d'Hollywood autant où c'était bien avec sa brochette de persos secondaires sympas, son héros engageant, même des moments où on rigole, je l'ai pas précisé mais il y a des moments très drôles et son message globalement optimiste. Je pense qu'on est suffisamment saturé dans nos vies quotidiennes sur le moche, le tristoun et la cruauté et qu'il faut davantage à l'heure actuelle autour de nous des choses qui nous montrent une belle humanité, ce qui est le cas dans ce film où finalement on n'a pas du tout droit à des méchants de service. Aucun businessman véreux, traître retors et approgain, bitch en goguette, chinois cruel ou américain vicelard, pas de victimisation, pas de long pensum moralisateur, cette constatation que oui, des erreurs ont été commises et au passage par les japonais eux-mêmes, mais que ce qui compte c'est le futur que l'on doit créer et que ce n'est qu'avec l'amour et l'amitié qu'il a une chance de pouvoir se réaliser. Et puis je vais le placer, après tout, cette scène de kamikaze, c'était du Ryan Johnson, d'une certaine manière, ça fait penser à Finn et Rose dans le dernier Jedi et le fait qu'il ne faut pas toujours penser à détruire ce qu'on n'aime pas, mais plutôt à sauver ce qu'on aime. Franchement, on en a besoin et je souhaite à cette grosse bulle d'air frais mentalo de poursuivre sa success story qui prouve à quel point elle était nécessaire, Oscar ou pas, car je n'apporte aucun crédit à cette institution depuis un beau moment. Merci d'avoir suivi cet épisode, je m'en vais retourner à mes napoléoneries après cet intermède réjouissant. Merci de liker, vous abonner si vous me découvrez ou repasser souvent sur la chaîne en touriste. Ne soyez pas timide et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y réponds toujours avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt.